Alors, d'abord, commençons par des dossiers mulhousiens ou autour de Mulhouse. Et nous allons revenir en 1978. Oui, il y en a parmi vous qui n'étaient peut-être pas nés, je ne sais pas. Oui, 1978. Plein. Voilà. Alors là, en 1978, il y avait un dossier qui reste très présent dans mes mémoires. C'est un échec de la justice et ça me fait de la peine d'en parler, mais c'est comme ça. Il y avait une demoiselle, Isabelle Fisch, qui avait 19 ou 20 ans, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui vivait à Staffelfelden. Et cette Isabelle avait un papa qui était un syndicaliste très actif dans les MDPA. Et donc Isabelle était une jeune femme, donc 19-20 ans, qui était, comment dirais-je, altruiste, dévouée aux autres, militait dans des associations d'entraide et ainsi de suite, simple, sérieuse. Et cette jeune femme, en novembre 1977, quitte son domicile de Staffelfelden. Elle doit aller, je crois, à Pulversheim. Elle disparaît et son corps est retrouvé dans la forêt de Rheiningue, oui, c'est ça. Quelques temps plus tard, dans un état épouvantable, elle a été étranglée, violée. Les investigations sont lancées. Moi, je suis devenu donc l'avocat des parents, oui. Oui, un lapsus significatif. C'est amusant, amusant, c'est significatif. Oui, c'est quelque chose qui vous tient manifestement très à cœur. Oui, ça, bon, voilà. Oui. Ben, je ne bouponne pas, mais il y a certaines personnes que j'ai défendues, que oui, j'ai de l'affection pour eux. C'est vrai. Voilà. Donc, je suis l'avocat des parents d'Isabelle, et alors là, des investigations tous azimuts. Et alors là, voilà, premières investigations foirées sur la scène de crime. Donc, quand on trouve le corps de la malheureuse au milieu de la forêt, en principe, une scène de crime, il faudrait la geler, c'est-à-dire il faudrait un périmètre comment dirais-je, où les gens ne peuvent pas venir, pour que tout un chacun ne puisse pas venir piétiner la zone du crime. Il faudrait faire des prélèvements avec soin et méthode. Il faudrait auditionner très minutieusement les personnes qui ont vu la victime en dernier avant sa disparition. Toutes ces choses-là, le b.a.-ba a été absolument à l'époque malheureusement saboté ou salopé, je ne sais pas comment il faut dire. Alors, juste une petite question au sujet de la scène de crime. Donc, je découvre avec tout le monde cette affaire. Maintenant, on a tous l'habitude des films, des séries télé, on sait très bien. Enfin, on a l'habitude de voir qu'une scène de crime, il faut absolument la protéger, ne pas la piétiner, enfin faire attention, les empreintes, etc. Comment on peut expliquer, alors en 78 ou en 70, que les flics ne fassent pas ce type de boulot? Est-ce qu'ils ne sont pas formés à l'époque? Parce qu'on avait, on avait moins de rigueur, on n'avait pas une méthodologie qui était au point, on n'avait pas non plus la culture, comment dirais-je, scientifique. Actuellement, là, notre police criminelle, c'est plus le style à la Simon. On va comme ça se balader bien gentiment, on interroge à droite, à gauche, à la bonne franquette. Ça, c'est dans les bons films avec Simon. Voilà. Mais maintenant, cette technique n'est pas révolue. On interroge encore des gens, bien entendu. Mais on a mis l'accent sur comment dirais-je, la qualité des investigations scientifiques, les prélèvements, les investigations. Vous avez, quand il y a une scène de crime, il rapplique tout de suite sur les lieux ce qu'on appelle les TIC, les TIC, les techniciens en investigation criminelle. Ce sont ces gens-là vêtus de combinaisons blanches et ainsi de suite. Tout ça, ça n'existait pas. C'était pas la culture de l'époque. 78, ça fait quoi? Ça fait 35 ans en arrière ou quelque chose dans ce goût-là. Oui, vous voyez, voilà. Donc tout ça pour vous dire que en peu de temps, moi j'ai vécu ça dans mon exercice professionnel. Je suis passé, je ne vais pas dire du Moyen-Âge à une époque plus moderne, mais c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça quand même. Donc là, il y a eu des loupés absolument épouvantables. Et alors, cette affaire Fisch a été absolument médiatisée, puisqu'il y avait à l'époque un chroniqueur judiciaire qui s'appelait Frédéric Potcher. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Voilà, hein, bon, très connu. Et le grand Frédéric, s'est pris, qui avait le cœur à gauche, s'est pris de passion pour la famille Fisch. Et donc avait effectivement, comment dirais-je, s'activait, se démenait beaucoup dans ce dossier Fisch. Et alors je me souviens
que, vous savez, dans le monde des mines, on est très solidaire. Et les mineurs qui voulaient traduire leur amitié et leur sympathie à Rémi Fiche se sont, comment dirais-je, mobilisés. Et alors, ces mineurs, qui sont des gens droits, loyaux, mais un peu rugueux, comme ça, ils ne sont pas toujours, comment dirais-je, très... le dialogue est parfois un peu difficile avec eux, eh bien, organisaient des réunions publiques d'information. Voilà. Et alors, moi, comme jeune avocat, j'étais... étant l'avocat de la famille, j'étais, comment dirais-je, sur un pupitre, là, face à 200-300 personnes, 200-300 personnes, qui étaient un peu survoltées, et puis qui, comment dirais-je, ouais, justice pourrie, justice de MERDE, et patati et patata, enfin bref, on avait des... et puis qu'est-ce que vous foutez, vous? Et puis ça traîne, et puis patati et patata. Donc voilà, je me retrouvais là... non seulement à me coltiner le dossier judiciaire, mais encore donc à affronter, entre guillemets, ces réunions au cours desquelles j'étais censé exposer la situation et l'évolution du dossier. C'était parfois houleux, mais j'en garde des souvenirs, je termine, des souvenirs magnifiques. Et alors j'ai dit, j'ai envie de mieux connaître ce monde des mines, faites-moi descendre au fond de la mine pour que je comprenne un petit peu mieux votre psychologie. Et alors, à partir du moment où je suis descendu au fond de la mine, j'ai l'impression que j'étais un petit peu adopté par ces hommes rudes, voilà, et parce qu'ils ont quand même senti que j'avais pour eux immensément de respect et de sympathie. Malheureusement, échec des investigations, chou blanc, et aujourd'hui, quand je vous en parle, je suis encore... triste. Alors juste oui, je termine tout à fait. Il y a eu malgré tout, à un moment donné, un suspect. Il y a eu un suspect qui était un Portugais, je ne vais pas citer son nom. C'était un gaillard qui avait combattu comme mercenaire en Angola. L'Angola était, je crois, une colonie portugaise. Voilà. Et il avait été démontré qu'en Angola, ce type-là avait commis des atrocités, des actes de barbarie, etc., etc. Mais ça ne faisait pas de lui, évidemment, un coupable indiscutable. Donc la suspicion contre lui, on a dû baisser les bras. On peut supposer que c'est peut-être lui, que c'était donc un crime de détraqué sexuel, mais ce n'est qu'une hypothèse. Donc voilà, échec. Échec, donc il y a un suspect. Mais quel est le rôle de l'avocat quand il n'y a pas de suspect, quand il n'y a personne à juger? Le rôle de l'avocat, c'est donc, si vous voulez, l'avocat a une mission 1 devant le juge d'instruction. Au niveau du juge d'instruction, c'est la phase d'enquête, vous l'avez compris. Et deuxièmement, l'avocat doit intervenir au niveau de la phase de jugement, si jugement il y a, c'est-à-dire devant la cour d'assises. Bon, maintenant, encore faut-il, pour qu'il y ait procès devant la cour d'assises, encore faut-il qu'il y ait un mise en examen et qu'il y ait un acte d'accusation qui expédie la personne devant la cour d'assises pour être jugée. S'il y a un non-lieu, s'il n'y a pas de procès devant la cour d'assises, ce qui arrive parfois, eh bien, le rôle de l'avocat va se limiter à la phase numéro 1, l'instruction. Alors, pendant la phase numéro 1, le boulot de l'avocat, c'est de voir régulièrement le dossier chez le juge, de tenir évidemment les personnes qui font confiance à l'avocat, les tenir au courant de l'évolution du dossier, de leur expliquer ce qui se passe, de les assister devant le juge d'instruction lorsque le juge veut les auditionner. Et l'avocat doit aussi, c'est une espèce d'acteur de la procédure, en ce sens que l'avocat peut faire au juge des propositions en disant, voilà, monsieur le juge, vous pourriez interroger X, Y ou Z, vous pourriez ordonner telle ou telle expertise, vous pourriez faire telle ou telle confrontation, vous pourriez aller faire un transport sur les lieux pour vérifier tel ou tel point, etc. Donc l'avocat a un rôle de responsabilité. Il devient en quelque sorte un co-acteur du dossier d'instruction. Il ne peut pas, si le dossier foire, l'avocat porte une certaine responsabilité. Voilà. Mais cette possibilité pour l'avocat d'être actif n'existe que depuis à peu près 15 ans, grosso modo, parce que pendant très longtemps, l'avocat était un personnage assez passif au niveau du juge d'instruction et sous l'influence de
la Convention européenne des droits de l'homme et ainsi de suite, il y a eu une évolution et l'avocat a acquis la possibilité d'être plus intervenant et plus actif. Alors, juste encore 2 questions par rapport à ce dossier. Au bout de combien de temps le non-lieu a été prononcé? Et vous dites quoi aux familles? Pardon? Aux familles, vous leur dites quoi? Vous dites c'est les flics qui ont mal fait leur boulot? Non. Ah, mais c'est important. Il faut, évidemment. Non, alors, 2 questions. Première question, le crime est de novembre 1977 et le non-lieu intervient en 82, donc ça fait quand même à peu près 4-5 ans d'instruction, hein, grosso modo. Bon. Deuxième question, qu'est-ce que je dis aux familles? Eh bien, ça aussi, l'avocat doit préparer les familles à l'issue de la procédure. L'avocat doit les tenir régulièrement informés, doit leur dire très objectivement et très honnêtement si l'enquête progresse correctement, oui ou non. Les familles ont d'ailleurs depuis quelques années le droit d'obtenir, avec la permission du juge d'instruction, la copie du dossier. Oui. Et à ce moment-là, le boulot de l'avocat, évidemment, est de scruter le dossier de très près avec la famille et éventuellement, s'il y a lieu, donc de proposer, ce que je disais il y a quelques instants, de proposer au juge certaines mesures, des auditions de témoins, des expertises, des vues des lieux, ce qu'on appelle vues des lieux ou transport sur les lieux, etc., des confrontations. Je répète que l'avocat peut être un acteur pour façonner le dossier et il doit évidemment être également un psychologue qui prépare son client, entre guillemets, j'aime pas ce mot, donc à l'issue de la procédure. Et dernière question une question qui vaudra pour tous les dossiers. Est-ce que l'avocat a une intime conviction? Par exemple, ce suspect portugais, est-ce que vous pensez que alors, on peut avoir, oui, alors ça c'est une question qui m'intéresse. On peut avoir dans un dossier ce qu'on appelle une conviction policière ou une conviction judiciaire. Alors, je m'explique. Conviction policière, ça veut dire qu'on a des raisons très fortes de penser que X est le coupable de ceci, de cela. C'est une intuition, un sentiment, comment dirais-je, c'est quelque chose qui relève de la subjectivité. Bon. Une conviction. Ça, c'est une conviction policière qui, évidemment, n'est pas une conviction judiciaire. Une conviction judiciaire, c'est d'avoir des éléments de preuve. Des éléments de preuve, ça veut dire quelque chose d'objectif. Des éléments objectifs, ça peut être des dépositions de témoins, ça peut être des expertises qui amènent tel ou tel résultat, ça peut être aussi des aveux de la part du suspect. Donc, on peut avoir souvent dans des dossiers, j'ai eu des convictions, mais qui ne pouvaient pas, malheureusement, être étayées par des éléments objectifs. Je ne sais pas si j'ai bien défini les 2 notions. Conviction policière d'un côté, conviction judiciaire de l'autre. Et dans ce cas précis? Dans ce cas précis, l'implication de ce mercenaire portugais, de ce Portugais, me paraît vraisemblable, surtout que je me souviens très bien, le juge d'instruction l'avait cuisiné sans succès. Et ensuite, le juge d'instruction lui avait rendu, évidemment, sa liberté. Le type s'est taillé rapidement au Portugal avec précipitation. Donc, on avait l'impression qu'il avait besoin de mettre des kilomètres entre... Bon, voilà. Et quelque temps après, le juge a envoyé des policiers français au Portugal pour poser des questions complémentaires à ce Portugais. Et ce Portugais les a nargués. Il leur a dit en substance, eh bien, apportez-moi les éléments pour prouver que c'est moi. Ce qui est une façon, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais moi j'interprète ça comme une espèce d'aveu déguisé. Hein, voilà. Il n'a pas dit c'est moi, je le reconnais. Il a dit prouvez-moi que c'est moi. Il n'a pas dit je n'ai rien fait, je suis innocent, vos accusations sont odieuses, etc. Il a dit ce que je vous indiquais à l'instant. Donc, ma conviction est que ce Portugais pourrait être le coupable, mais ça ne suffisait naturellement pas pour le traduire en justice. On fait 10 ans, on avance de 10 années, on arrive en 1987. Et là, je vous raconte un dossier qui va peut-être vous parler davantage, j'en sais rien. C'est l'affaire Wild, la chambre forte. Ça vous dit quelque chose? Ah oui. Bon, voilà, vous réagissez davantage. Nous sommes en 1987.
13 février, je crois, oui, vendredi 13, oui. Vendredi 13 février 1987. Pierreville, qui a 60 ans, se trouve dans sa maison du Réberg, rue Pascal. C'est un homme qui a pignon sur rue. Il est le patron d'un laboratoire d'analyse médicale à Mulhouse. Il brasse des affaires diverses et variées. Il doit aller ce soir-là à une réunion de sa loge franc-maçonne. Il n'est pas présent à cette réunion, ce qui alarme évidemment les gens. Et à partir du lendemain, donc, la police est alertée. Et après moult péripéties, donc, un serrurier arrive à s'introduire dans la chambre forte de la villa. Et dans cette chambre forte, on va trouver donc le cadavre de Pierreville et de son chien qui s'appelle Attila. Et le chien sera d'ailleurs sauvé, il a 2 balles dans le crâne, le pauvre chien, Briard, et sera sauvé par un excellent vétérinaire mulhousien qui s'appelait le docteur Oher. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vincent Oher, qui était rue des Tanneurs, qui était un homme absolument extraordinaire, qui d'ailleurs soignait le chien de mes parents. Bien. Voilà. Et bien. Et que j'aimais beaucoup, le vétérinaire et le chien. Et voilà. Et donc, découverte du corps de ce malheureux Pierreville, il a une balle dans la boîte crânienne. Les investigations débutent. Et la police s'intéresse évidemment, ça c'est un grand classique, on s'intéresse toujours à la personne qui a vu en dernier la victime. Voilà. Et souvent, la personne qui l'a vu en dernier a la malchance d'être considérée avec suspicion et d'être considéré comme pouvant être celui qui a commis le meurtre. Et à ce moment-là, on interroge un monsieur qui s'appelle Michel Meyer, qui d'ailleurs est l'associé de Pierreville. Et Michel Meyer a d'ailleurs des intérêts financiers dans le labo. Il est donc inculpé, comme on disait à l'époque, de meurtre. Et donc le juge d'instruction Sangelin, qui instruit le dossier, donc s'active beaucoup. Mais il faut constater assez rapidement que les éléments d'implication pénale, ces éléments sont faibles. On avait notamment, alors moi j'étais partie civile pour le fils du défunt, qui avait aussi un labo, d'ailleurs je crois qu'il l'a toujours, dans le bâtiment annulaire à Mulhouse, enfin peu importe. Bien, donc je suivais ça en tant que partie civile, et on réalise assez rapidement que les éléments de suspicion sont assez légers. Et il y avait notamment une discussion à caractère scientifique sur les résidus de tir. Parce qu'évidemment, on avait trouvé donc des résidus de tir autour de la plaie du défunt, et on avait trouvé des résidus de tir sur la veste de Michel Meyer, donc le suspect. Et alors, selon certains experts, ces résidus de tir étaient la démonstration du fait que Michel Meyer aurait été, je parle conditionnel, aurait été le tireur. Et d'autres experts développaient une opinion absolument inverse. Donc, bataille d'experts. Tout à l'heure, je vous racontais que les querelles d'experts, c'est souvent un facteur de non-élucidation. Est-ce qu'on avait retrouvé l'arme ? Alors, l'arme, non. On a pu déterminer d'après... Oui, je sais que c'est important. Absolument. D'après le projectile qu'on a trouvé, je crois, dans la boîte crânienne, si je me souviens bien, on a pu déterminer que c'était une arme de telle et telle catégorie, etc. Mais on n'a pas pu aller au-delà. Et alors, le juge d'instruction donc s'est lancé dans des investigations tous azimuts. Il a investigué sur les relations du défunt, il a investigué sur toutes sortes de choses, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, et ça s'est terminé également donc par un non-lieu, donc on n'a jamais su. Alors, Michel Meyer donc, a été, à tort ou à raison, soupçonné. Je dis bien à tort ou à raison. Je n'en sais strictement rien et je ne me permettrai pas de porter une appréciation. Je ne me permettrai pas de le faire. Voilà donc un dossier qui avait défrayé la chronique, qui se situe en 1987 et qui a foiré. Alors pourquoi est-ce que si j'analyse les causes de ce ratage judiciaire, j'ai un peu du mal à analyser, j'ai quelques idées, mais enfin ce serait trop loin à expliciter. Mais voilà encore un loupé de la justice dans une affaire mulhousienne.
Alors, le loupé intervient à quel moment? Est-ce qu'on peut imaginer que, avec les techniques d'investigation modernes, on aurait pu avoir plus d'éléments? Le crime est de 87, l'ADN commence à pénétrer dans les tribunaux, disons, dans les années 90, 1990, donc postérieurement. Alors, réponse à votre question, oui. Si le meurtrier avait réalisé son crime, je ne sais pas, moi, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans ou 10 ans plus tard, on peut supposer que, grâce notamment à l'apport génétique, on peut supposer que le crime eût été résolu. Oui. C'est une hypothèse que je formule. D'accord. On peut le penser. Et dans ces cas-là, il n'y a pas moyen de réouvrir Si, mais alors il faudrait, ce que je disais tout à l'heure, il faudrait des éléments nouveaux. Il faudrait des éléments nouveaux. Si par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, si demain on nous dit un témoin vient se signaler en disant ben voilà, moi je voudrais vous dire que le soir du meurtre, eh bien, je me baladais rue Pascal, j'ai vu à telle heure sortir un type de la maison avec un pistolet à la main, etc. Je vous fais une description de cet individu, on fait un portrait robot, par un. Et à ce moment-là, ça, ce serait un élément nouveau, susceptible éventuellement d'amener une réouverture de l'information. Maintenant, qui dit réouverture ne dit pas nécessairement succès des investigations. Je pensais à un élément scientifique. Est-ce qu'on peut demander, je ne sais pas moi, à réautopsier le corps ou Oui, mais encore faudrait-il qu'il y ait eu des investigations, des prélèvements à l'époque, que la scène de crime ait été soigneusement, comment dirais-je, traitée, gérée, qu'il y ait eu des prélèvements. Et alors attention, autre problème, oui, dont je n'ai pas parlé, c'est que quand on fait des prélèvements, on appelle ça des scellés dans le jargon judiciaire. Bon, ces scellés, ensuite, sont par exemple des prélèvements ou que sais-je, sont soumis, sont transmis aux experts. Mais lorsqu'une affaire est ainsi clôturée par un non-lieu, au bout de quelques années, 5 ans, je crois, si je ne m'abuse, du moins c'était à l'époque, les scellés sont détruits, foutus, jetés, terminés. Et alors, si X années plus tard, il faut réouvrir le dossier, là, il n'y a plus de scellés. Alors là, on est chocolat. Hein, voilà, bon, c'est d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, je parlerai de l'affaire de Montigny-les-Metz, où 2 gamins ont été assassinés à coups de pierre, dossier dont je m'occupe aussi, les pierres ont été jetées, alors qu'on aurait pu, au jour d'aujourd'hui, avec nos investigations, faire... C'était pas le tueur en série Oui, ben ça, c'est tout... Non, c'est l'histoire Patrick Dils. Enfin, Patrick Dils, voilà, c'est ça. Oui, mais je vous en parle après. Alors, voilà. Il va falloir, cher Thierry Moser, il va falloir qu'on fasse une sélection, parce que le temps file, alors on a encore un petit peu de temps, mais on ne pourra pas voir tous les dossiers. Ah non, quand vous en avez assez de moi, vous me... Non, mais c'est pas ça. C'est que les gens vont vouloir vous poser des questions aussi. Donc je propose qu'on fasse une petite sélection, parce que vous en avez sélectionné 8. Oui, absolument. Alors, je vais essayer d'aller vite. Voilà. Non, il ne s'agit pas d'aller vite. Non, pas du tout. Il s'agit de traiter ça correctement. On n'est pas pressé, mais... Et d'ailleurs, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, hein, ils le savent très bien. Voilà. Alors, et je ne voudrais pas vous frustrer non plus. Alors moi, je voulais vous parler aussi d'un dossier Anaïs Marcelli là, qui me tient à cœur, parce qu'une fois de plus, c'est un enfant qui est victime. Et bon, je suis père de famille comme vous, sans doute, et ça me fait mal au ventre quand un enfant est victime et que le criminel n'est pas démasqué. Anaïs Marcelli, vous savez ce que c'est. Petite fille, elle a... En 1991, quand elle trouve la mort, elle a 11 ans. Elle sort de son école du Nordfeld. Vous voyez où c'est? École du Nordfeld. Elle doit rentrer chez elle à pied. Elle habite rue de Zurich. Vous voyez, la rue de Zurich, c'est à peu près 300-400 mètres de l'école du Nordfeld. Et disparaît, et on va retrouver son corps dans un état absolument abominable. On va retrouver son corps en avril 1991, oui, au col du Bussan. Au col du Bussan, si vous connaissez les lieux, au moment où on quitte le Rhin pour aller dans les Vosges, il y a un mur de soutènement le long de la route. Un mur qui fait, je ne sais pas, une 50aine de mètres, je suppose, quelque chose dans ce goût-là. Et le corps de la petite est dissimulé sous des pierres en haut du mur. Alors, ouverture d'information, c'est le juge Sanjean, une fois de plus, qui officie. Moi, je suis l'avocat des parents d'Anaïs.
Et donc là aussi, bon, je vous passe les détails, je vais très vite, sinon je me fais gronder par le président. N'allez pas très vite, non, mais allez-y dans les détails. Investigation tous azimuts, et alors notamment, je me souviens que le juge d'instruction, quelques mois après le crime, donc, avait réalisé une reconstitution nocturne pour... l'idée était la suivante, c'était de convoquer rue de Zurich toutes les personnes pouvant s'exprimer, dire quelque chose, donc pouvant s'avérer utile. Alors ça veut dire les parents de l'enfant, ça veut dire à l'époque les parents étaient désunis, donc la maman vivait avec un compagnon. Le compagnon a été donc convoqué, a été convoqué également le grand-père de l'enfant qui exploitait, comment dirais-je, un bureau au rez-de-chaussée de l'immeuble dans lequel habitait l'enfant. L'enfant habitait avec sa maman et le compagnon de la maman habitait en haut, au 3e étage, et le grand-père avait des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Bien, donc ce grand-père est là aussi. Il y avait également, différents personnages. Cette reconstitution avait pour finalité que chacun dise, voilà, je suis à telle heure, à tel endroit, etc., etc. Et je me souviens qu'on a fait ça jusqu'à 3-4 heures du matin. Et donc, beaucoup d'efforts. Et malheureusement, je vous passe les détails, ce serait beaucoup trop long. Chou blanc. Bon. Et après... Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'une généralité, mais dans les meurtres, un grand pourcentage, enfin, le pourcentage de chances que ça se déroule, que ça soit commis par quelqu'un de proche, dans l'entourage proche, est très grand. Oui, donc, absolument. Voilà. Alors, excellente question. Alors, le juge avait comme méthode à l'époque comment est-ce qu'il appelait ça, la méthode des cercles. Alors, il disait, ben voilà, il y a le cercle familial auquel il faut s'intéresser prioritairement. Il y avait ensuite un cercle plus étendu, c'est-à-dire le cercle des personnes inconnues. Ben, je ne sais pas, le détraqué sexuel qui traîne dans la rue, qui voit la petite gamine qui était jolie comme tout et puis qui a une vilaine pulsion sexuelle. Donc il y avait ce cercle-là où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à partir du moment où le meurtrier est une personne étrangère, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Mais vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de crimes qui sont réalisés dans un cercle restreint, soit familial, soit amical. Tout à fait. Ce qui, Dieu soit loué, permet évidemment l'élucidation quand même de pas mal de crimes. Bon. Donc question tout à fait bonne. Voilà. Bien, alors après X années, donc chou blanc, et puis donc il y a... Moi, j'ai veillé à ce qu'il y ait régulièrement des actes interruptifs de prescription parce que je spéculais sur le fait que pendant toutes ces années, la science, notamment génétique, faisait des progrès. Et à ce moment-là, il y a deux ans en arrière, j'ai demandé la réouverture de l'information en disant mais nous pourrions maintenant, en 2013 ou 2014, faire des investigations scientifiques qui n'existaient pas en 1991 à l'époque du crime. Et nous avons actuellement des expertises approfondies qui sont réalisées à Bordeaux chez un professeur d'Outremepuich qui, paraît-il, est le grand spécialiste français en matière génétique. Et si nous avons de la chance, alors il y a 36 personnes qui ont été prélevées, enfin qui ont dû donner évidemment un prélèvement ADN, voilà, des personnes de près ou de loin. Et j'aimerais bien que, je souhaite que, dans les mois à venir, on ait une avancée dans ce dossier. C'est un vœu que je forme. Donc là, c'est un dossier qui est toujours ouvert. Alors, il y a eu beaucoup de spéculations au sujet de cette affaire. Il y a eu des émissions télévisées. Il y a eu des bouquins. Hein. Je voyais le nom de Jean-Marie Storkel dans un article que vous aviez en main. Il y a eu des bouquins qui ont été faits avec des présomptions de culpabilité. Voilà. Alors, par discrétion, je ne voulais pas le dire. Il y a eu une émission de télévision qui a été faite il y a 2 ans. C'est Carl Zero, non ? Carl Zero, pour ne pas le citer. Et Carl Zero, donc, dans cette émission, montre un monsieur du doigt en disant c'est lui l'assassin. Bon, je ne dirais pas qui est ce monsieur. Voilà. Moi, il me semble que c'est le grand-père. Hein. Il parle du grand-père. Hein. Moi, je peux le dire. C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je confirme vos propos. Voilà. Et donc, ce monsieur donc, est actuellement dans le collimateur, à tort ou à raison. Alors, soyons
d'une prudence de Sioux, n'allons pas trop vite, ne bafouons pas la présomption d'innocence, restons dans la, comment dirais-je, les convenances. Et effectivement, eh bien, il y aura des investigations, notamment de caractère génétique, qui pourront confirmer ou infirmer cette hypothèse. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison.